l'activité économique, l'habitat, mais également la résilience des populations, qui nous pousse et qui doit nous pousser à réfléchir sur la thématique qui nous réunit aujourd'hui. Donc, à savoir l'adaptation par la gestion intégrée des zones côtières. Donc, je vais passer la parole au premier intervenant. Il s'agit de, si je ne me trompe, M. Nicolas Guéramon. Je vais faire une brève présentation. Je crois qu'il est ingénieur. Il fait partie également de l'équipe centrale du programme WACA, West Africa Coastal Area, qui est présent dans plusieurs pays de la sous-région, notamment au Sénégal, mais également en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, entre autres pays. WACA a également fourni un soutien pour renforcer la résilience côtière, avec un accent particulier sur l'adaptation au changement climatique. Michel Guéramon a également travaillé pendant 6 ans comme ingénieur en chef du projet au service géologique français dans la direction des risques et prévention. Je crois que c'est la personne indiquée pour nous faire cette première communication par rapport à cette thématique. Donc, M. Guéramon, vous avez la parole. Je vous remercie. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonne dia. Voilà, la présentation a déjà été faite, juste pour préciser que je suis ingénieur principal en environnement à la Banque mondiale et basé depuis 2 ans à Dakar. Je voudrais commencer par dire que je suis ravi d'être ici dans la journée de la Convention des maires d'Afrique subsaharienne et je remercie les organisateurs ainsi que notamment la coopération espagnole pour m'inviter pour présenter le programme WACA. Et également, pour moi, l'objectif c'est de vous présenter le programme WACA, nos activités, mais également de voir comment avec les acteurs, les élus locaux, on peut améliorer notre partenariat, notre collaboration justement pour avoir l'impact le plus important au niveau local. Donc, ma présentation elle sera structurée en 3 mouvements. Donc le premier, c'est faire un petit rappel. Donc, le modérateur a déjà donné un peu un bref aperçu des problématiques de l'érosion côtière et de la gestion des zones côtières en Afrique, au Sénégal. Donc je vais rappeler les quelques éléments qui justifient on va dire, le programme WACA. Après, présenter la structure du programme WACA en tant que tel. Et à la fin, apporter un peu une description des premières activités, des premiers résultats que le programme WACA a sur le terrain, et notamment tous ces résultats qui ont un intérêt direct pour les acteurs locaux, les élus locaux, les autorités locales également. Donc voilà, ça c'est pour remettre en contexte. Nous voyons une image, c'est une maison au Ghana qui a impacté par l'érosion côtière, et on voit que ce n'est pas simplement le bâti qui est impacté, mais c'est également vraiment les populations. Les populations sont au cœur de la problématique du programme et de notre approche, pour vraiment développer cette résilience. Pas simplement des infrastructures, pas protéger la côte simplement pour protéger la côte, mais vraiment pour pouvoir donner aux populations la capacité de se développer de manière socio-économique. Là, c'est d'autres images pour montrer également que, bien sûr, vous connaissez de chacun d'autres pays, mais on pourrait trouver des exemples comme ça, malheureusement, dans chacun des pays d'Afrique de l'Ouest. On pourrait également avoir des images un peu similaires dans beaucoup d'autres pays, mais là, vu qu'on s'intéresse sur l'Afrique de l'Ouest, et on voit les impacts sur un ensemble de secteurs et d'activités, que ce soit sur les infrastructures routières à Saint-Thomé, donc en haut à gauche, vous voyez à Saint-Louis, donc là on a aussi un impact sur les embarcations, l'organisation de la pêche. Au Togo, c'est une communauté qui est directement impactée, je pense pas que... Ouais, c'est ici, c'est juste, voilà, c'est pour vous montrer un peu comme ordre de grandeur. C'est une zone qui est en érosion très particulière, très forte, mais la structure là, c'était un puits. Il y a une dizaine d'années, donc c'était au plein centre d'une communauté. Donc il y avait il faut s'imaginer qu'à gauche de ce puits, dans la mer, il y avait des dizaines de maisons. Donc depuis 10 ans, toutes ces maisons, elles sont disparues, et donc ça a impacté toutes ces populations. Et enfin, en bas à droite, c'est une communauté au Ghana qui a également subi le ravage des vagues et de l'érosion. Donc, le phénomène, on a une problématique d'érosion côtière et on a l'aspect changement climatique qui vient en dessus.
mais à la base, les problèmes d'érosion, donc c'est pas, on va dire, simplement un phénomène qui est dû à un phénomène naturel. L'érosion, c'est un phénomène naturel, mais qui est exacerbé par un ensemble de paramètres, notamment la construction d'infrastructures qui peut-être n'ont pas pris en compte toutes les considérations de transit sédimental fort et d'autres paramètres de vagues et de houle pour analyser vraiment les impacts de leur installation le long du littoral. Donc là, on voit l'image du port de Nouakchott et donc le phénomène d'accrétion, donc d'accumulation du sédiment au nord. Donc pour nous, c'est à gauche de la plage, et donc tout le phénomène d'érosion à l'est. Donc en plus de ces développements pas forcément suffisamment structurés ou planifiés de la zone côtière, donc il y a le phénomène d'extraction de sédiments et de sable de la plage, donc tout un phénomène aussi de dégradation des écosystèmes et des mangroves qui dégradent la zone côtière et auxquelles s'ajoutent donc maintenant les problématiques d'élévation du niveau de la mer, problématiques de subsidence, donc de baisse du niveau du sol, notamment du fait du pompage des eaux de la nappe et autres, également donc, des inondations qui se combinent aussi bien les inondations fluviales, comme vous avez pu l'expérimenter à ceux qui habitent à Dakar, mais également des phénomènes de la mer. Donc, comme ordre de grandeur, un chiffre, donc le modérateur avait mentionné, les impacts. Il faut savoir que d'après une étude qui avait été faite par mes collègues économistes, en 2017, la dégradation des zones côtières pour les pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin, avait coûté l'équivalent de 7% du PIB de ces pays. Donc 7%, c'est un impact, s'il n'y a pas une gestion, on va dire, une prise en compte de ces problématiques, ça va forcément, on va dire, retenir le développement des pays de la région de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'était pour poser un peu le contexte, que je pense que vous connaissiez déjà tous, mais qui avait l'avantage de poser la scène pour la suite de la présentation. On a des impacts, on a vu les impacts qui sont globalement localisés. Donc c'est soit au niveau des villes, soit au niveau des communautés, éventuellement sur des tronçons assez longs de la zone côtière, mais ça reste des impacts locaux. Toutefois, donc, il y a eu un souhait d'apporter une approche régionale, un peu à l'image de la Convention des mers. Donc l'approche qui avait été choisie avec les partenaires, c'est d'aborder ça de manière, on va dire, combinée pour toute la région. Déjà parce qu'on se retrouve avec des causes, des pressions et éventuellement les solutions donc, similaires ou à partager dans les différents pays. Les problèmes d'érosion et de transport de sédiments, ça ne connaît pas les frontières. Donc un déficit sédimentaire d'un côté d'un pays, ça ne va pas s'arrêter au niveau des limites administratives. Donc il y a besoin d'avoir vraiment une approche combinée pour rétablir ou en tout cas gérer les problématiques de sédiments. Il y a également tout un besoin de mettre en place des outils, des dispositifs régionaux pour justement pouvoir donner l'information nécessaire soit au niveau national, soit au niveau local. Ce n'est pas forcément la peine d'avoir des outils, des instruments dans tous les pays, les 17 pays par exemple du programme WACA. C'est plus utile peut-être de mutualiser une partie de ces choses-là, et donc on va revenir, on travaille avec un ensemble d'acteurs régionaux donc pour la mise à disposition des données, et notamment le CSE que je salue par la présente occasion. Donc un autre aspect, on va revenir, je pense c'est un appel, et à la fin il y a la question des financements. Donc l'adaptation aux zones côtières, ça présente des coûts assez importants, qui ne sont pas forcément mobilisables facilement au niveau soit local, soit au niveau national. Donc avoir une approche régionale, ça permet de gagner en visibilité et donc de lever éventuellement plus de financement. En plus, intervenir ensemble, ça permet de faire quelques économies d'échelle. Projet WACA, je reviendrai, mais on a des interventions combinées Togo-Bénin, donc il y a un seul contrat qui permet d'avoir une compétition plus importante pour une solution qui se déploie sur les deux pays. Et enfin, il y a vraiment ce besoin d'harmoniser les dialogues et les décisions au niveau régional pour avoir justement au niveau de tous les secteurs, mais également au niveau politique, donc d'avoir une approche quand même combinée sur où chacun des pays va construire des ports, où chacun va construire ses infrastructures. Donc c'est avec tout ça qu'il y a eu un souhait. La Banque mondiale a répondu à l'appel des pays avec les autres partenaires en créant le programme WACA. Donc WACA en anglais c'est West Africa Coastal Area Management Program. Et donc le programme s'appuie sur 3 piliers principaux. Donc
les investissements, les projets d'investissement qui visent à mettre à disposition des pays des ressources pour la mise en œuvre des activités. Le deuxième pilier, c'est la plateforme régionale, puisqu'on sait que la première phase, des projets d'investissement, c'est un premier effort, mais ils ne seront pas suffisants en termes de mise à disposition de l'expertise et des finances pour justement répondre aux défis en Afrique de l'Ouest. Donc la plateforme, elle vise justement à permettre la mise à l'échelle, la mobilisation de financement. Et enfin, le troisième pilier, c'est vraiment la création de partenariats internationaux, donc avec un ensemble de partenaires, notamment l'AFD, le Fonds français pour l'environnement mondial, la coopération espagnole, donc là ici avec Fonfore, les Néerlandais et tout ça, pour justement avoir aussi une approche harmonisée au niveau régional pour répondre au mieux aux besoins des pays. Et donc tout ça, c'est vraiment, comme je le disais, donc notre objectif, c'est un peu le motto du programme, c'est renforcer la résilience des communautés côtières en Afrique de l'Ouest. Et le résultat, on le mesure donc vraiment à l'échelle de l'humain, donc avec le nombre de ménages qui sont moins exposés au phénomène d'érosion côtière, d'inondation et de pollution. Donc de replacer l'humain comme résultat principal de nos échanges. Donc actuellement, les projets, on a un projet en cours dans 6 pays, Mauritanie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin et Sao Tomé et Principe. Comme nous sommes dans le cadre, on va dire, de la Convention des mers, donc en termes de villes sur lesquelles nous intervenons, en Mauritanie, il y a Nouakchott, Diago et également Nouadhibou. Au Sénégal, c'est principalement Dakar avec l'île de Gorée, mais également un appui à Saint-Louis et maintenant Casamance. En Côte d'Ivoire, donc c'est principalement Grand Laou, mais également un appui à Assini et Abidjan pour des études futures. Togo, c'est de Anéo jusqu'à la côte au Bénin. Bénin, c'est Grand Coteau. Et Sao Tomé et Principe, donc il y a des interventions au niveau de la capitale, Sao Tomé, mais également un ensemble de communautés côtières. Donc le programme WACA, c'est une vision, on va dire, aussi transformative. C'était lancé par la Banque mondiale, mais l'idée, c'est vraiment, et ça commence à être prise en main par l'ensemble des organisations régionales, notamment l'Union économique monétaire ouest-africaine, ils étaient avec nous depuis le début, mais maintenant il y a la CEDEAO, la CEAC, qui également rejoint cet effort. Avec le but, c'est qu'au bout d'un certain temps, notre appui soit plus, on va dire, d'assistance technique que vraiment d'effort de mise en œuvre du projet. Les projets, peut-être pour signaler, pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, donc nous, c'est des projets, c'est des financements qui sont mis à disposition des gouvernements, donc sur la base des activités définies et validées ensemble. Donc les gouvernements, et pour le programme WACA, donc nos interlocuteurs directs, donc c'est les ministères en charge de l'environnement dans chacun des 6 pays. Et donc après, c'est eux qui vont développer les activités. Et là, donc on a la liste. Les activités, elles sont spécifiques dans chaque pays, mais elles sont quand même harmonisées d'une certaine manière. Donc il y a un catalogue d'activités. Donc une première composante, elle, c'est plus l'intégration régionale qui vise à travailler avec les commissions, les unions, on va dire, d'intégration régionale, donc l'UMOA, la CEDEAO et la CEAC. Et également donc, appuyer la Convention d'Abidjan pour tout ce qui est la mise en œuvre de ces protocoles. Après, on a un appui technique de l'UICN pour justement la mise en œuvre, et avec l'UICN, on travaille avec le Centre de suivi écologique pour la mise en place de l'Observatoire régional, mais également le réseau des aires marines protégées d'Afrique de l'Ouest et le partenariat régional côtier marin PRCN. Donc vraiment l'idée de cette composante régionale, c'est de la mise à disposition des acteurs nationaux et locaux d'une expertise donc, pour la mise en œuvre de leurs activités. Notre deuxième composante, c'est le renforcement du cadre institutionnel et politique. Donc là, c'est un appui sur tout ce qui est les projets de loi, les projets de décret, la mise à disposition le renforcement d'institutions dans certains pays, l'appui à la structuration d'autorités ou d'agences pour la gestion intégrée des zones côtières ou du littoral. Également donc, la mise à jour, si ça n'existe pas, ou la mise à jour plutôt si ça existe, ou le développement si ça n'existe pas, soit de stratégie nationale de gestion intégrée des zones côtières, ou également de plan d'aménagement du littoral. Et également, donc, pour appuyer tout ça, vraiment la mise en place d'observatoires nationaux en relais de l'observatoire régional. Ça, et enfin la troisième composante, celle qui est souvent la plus visible, mais qui sans la composante 2 et la composante 1 n'aurait pas l'effet escompté, donc c'est tous les investissements physiques. Donc la construction d'infrastructures de protection, soit des batteries d'épi, soit de revêtements, soit des solutions plus fondées sur la nature, ce qu'on essaie également
d'appuyer le changement de paradigme, donc soit le renforcement des systèmes binaires, la restauration des écosystèmes de mangroves, et également donc, les dialogues sur un réaménagement planifié des zones côtières. Voilà. Après, là, j'ai pas fait une liste exhaustive, mais c'est pour donner un peu une idée des interventions qui sont faites dans les pays. Donc, à Nouakchott, on intervient sur le renforcement des 25 km de cordon dunaire, donc qui sert de principale barrière pour la protection de la ville de Nouakchott. S'il y a une rupture, il y aurait un tiers de la ville qui serait inondée. Donc, c'est 600 000 habitants. Si le cordon dunaire viendrait à lâcher, donc il y a 600 000 habitants qui seraient de manière continue submergés. Donc l'idée du projet, c'est renforcer à l'aide de la fixation biologique et mécanique ce cordon dunaire et colmater de manière plus spécifique les zones de faiblesse, donc les brèches identifiées. Ici au Sénégal, donc l'intervention principale en termes d'intervention physique, ça serait la protection de l'île de Gorée, donc qui avait été identifiée, qui fait partie des priorités en termes de gouvernement pour la lutte contre l'érosion côtière, mais également toute une activité en appui aux interventions au niveau de Saint-Louis sur la restauration des mangroves au niveau du parc national d'Angle de Barbarie et la fixation justement de l'Angle de Barbarie. On a une série de 40 km d'intervention avec un ensemble d'épices courts qui permettent quand même le transfert des sédiments entre le Bénin et le Togo. Et donc voilà, c'est un peu tout ça ensemble. On a un apport important sur les aspects de dialogue sur les politiques et sur les réformes, notamment justement pour clarifier un peu les responsabilités de chacun. Lors des différents échanges que nous avions, notamment avec les municipalités, et on comprend, c'est la difficulté de savoir qui a vraiment la responsabilité, les rôles pour la gestion de la zone côtière. Il y a souvent, on va dire, une superposition des responsabilités à la suite des différentes créations des ministères. Donc il y en a plusieurs qui ont des prérogatives sur le littoral, et donc tout cela, ça peut engendrer, on va dire, des difficultés vraiment pour une gestion intégrée des zones côtières. Donc le projet WACA, donc mis en œuvre par les pays, mais appuyé par la Banque mondiale, et par le Fonds nordique pour le développement, et par le Fonds pour l'environnement mondial. Notre but, c'est de faire un diagnostic et d'aider un peu à la mise à plat et la proposition de nouvelles organisations pour les réformes politiques. Il y a un aspect aussi important, donc on travaille un peu avec certaines universités. Par rapport à on espère que dans la deuxième phase, on va améliorer justement cet appui au master, à la formation, pour impliquer, pour développer je dirais la connaissance existe déjà en Afrique, mais c'est important. Et je vois que, je me demandais si ça allait être filmé ou pas. D'accord. Sur ces propos-là, puisqu'on a déjà discuté, c'est important aussi de contribuer, on va dire, à la mesure de ce que le projet peut apporter à la nouvelle, justement, à la formation des futurs décideurs pour la gestion d'intégrer les zones côtières. Et également donc, une campagne de sensibilisation pour les communautés, pour les différentes autorités, et permettre justement le renforcement des capacités. On discutait un peu plus tôt, donc les difficultés de temps en temps la municipalité, les projets, nous on finance, les bailleurs on finance un ouvrage, c'est mis en œuvre par le service centralisé, et à la fin du projet, c'est mis, on va dire, sous la responsabilité des municipalités. L'ouvrage, il n'y a pas forcément les capacités ni financières, ni humaines pour la gestion, on va dire, de ces ouvrages. Donc c'est important aussi de voir dans quelle mesure on peut mettre en place ces dispositifs, renforcer un peu les capacités au niveau ceux qui vont devenir les maîtres de l'ouvrage, même s'ils n'ont pas construit. Mais c'est important vraiment d'avoir cette, pour assurer la pérennité et pour éviter que finalement on construise un ouvrage et puis après il est mis un peu il est laissé à son triste sort. Et donc nous, notre activité, c'est de voir comment on peut faciliter la mobilisation de l'expertise nationale, mais je dirais surtout l'expertise régionale, avec tous les échanges. Moi je vais mettre l'accent, il y a quand même beaucoup de connaissances au niveau de la région. Il y a beaucoup, vous avez des bons chercheurs, vous avez des bons étudiants, vous avez des bonnes données. Ce qui manque de temps en temps, c'est un peu la mise en commun, le partage et faciliter l'accès de ces données, cette expertise au niveau local, au niveau des décideurs locaux. Donc c'est voir comment avec les observatoires on peut aussi faciliter. Donc on a ici, donc, il y aura la mise en place au Sénégal d'un observatoire, la même chose en Côte d'Ivoire, en Mauritanie. Sénégal, c'est Saint-Thomé, c'est l'observatoire de l'environnement qui va avoir un module. Donc c'est vraiment cette idée d'aider à la prise à la décision. Et peut-être
Un dernier point, c'est quelque chose qui a été mis en œuvre dans certains pays. La Côte d'Ivoire, il y a eu un appui à la création d'un réseau des mers, des zones côtières. Dans d'autres pays, en Mauritanie, on avait appuyé le réseau des parlementaires des zones côtières. Donc pour également que nous, notre projet, on est vraiment là un peu comme facilitateur, incubateur, de mettre en place des systèmes qui vous permettent de dialoguer. Vous avez déjà la Convention des maires, donc c'est une structure qui est encore plus large, plus grande, mais peut-être à l'échelle nationale, donc par rapport aux priorités, pour aussi faciliter le plaidoyer des municipalités au niveau des services centralisés des ministères, donc de donner, on va dire, vraiment la voix sur tout ça. J'ai oublié dedans aussi donc, les appuis, j'avais parlé tout à l'heure de la stratégie nationale dans tous les pays. On appuie ici en Côte d'Ivoire, au Sénégal, c'est la stratégie nationale de la gestion intégrée des zones côtières qui vient d'être validée. Maintenant, il y a un plan national de gestion intégrée. Et là aussi, c'est important vraiment d'avoir ce lien entre municipalités, niveau national et niveau régional, donc pour s'assurer que les préoccupations que vous avez au niveau national puissent être reflétées au niveau central et régional, et notamment après la mobilisation des fonds. J'ai peut-être été long, je n'ai pas regardé, je vais m'arrêter là. Je vais vous remercier. Et j'aurais pu préciser, moi le but aussi, voilà, c'était vraiment aussi après faciliter les échanges. Et comme je disais, le modérateur et l'autre, la connaissance, pour moi, elle est plus là. Et donc nous, on est là pour aider un peu à la mise en partage et la mise à niveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Delamont. Je crois que vous avez été brillant. Tous ceux qui ne connaissaient pas le projet WACA en connaissent la télé maintenant. Je crois que c'est ça aussi l'objectif des sessions. Vous êtes revenu sur le cœur même du projet, c'est-à-dire les populations qui sont au centre de ce projet-là. Parce que quoi qu'on dise, elles sont les premières à être impactées justement par l'érosion côtière, aussi bien au plan social qu'au niveau économique. Et je crois que ça c'est important. Donc mettre l'accent sur l'impact de l'érosion côtière sur les populations me paraissait indispensable dans le cadre de cette session-là. Vous êtes revenu également sur les impacts des infrastructures sur le littoral. Et là, je crois que quelque part la responsabilité des pouvoirs publics est engagée. Heureusement, il est heureux de constater que nous avons dans l'assistance peut-être des maires, des adjoints au maire, monsieur l'adjoint au maire en charge du développement durable de la ville de Dakar, qui représente le maire Barthélémy Dias est là. Donc je crois qu'il aura pris bien par rapport aux infrastructures que nous développons au niveau de notre littoral. C'est important, je suis de la ville de Dakar, donc je suis à l'aise pour en parler. Vous êtes revenu également sur la dégradation des zones côtières qui coûte 7% du PIB. On a un enjeu économique également qui est là. Et je crois qu'il y a matière à réflexion. Et je crois que le projet WACA va nous aider justement à trouver des solutions par rapport justement à ces problématiques qui ont été soulevées. Je crois que maintenant nous allons passer au deuxième intervenant. Il s'agit de M. Inigo Agnel Quiroga. Perfect. Merci beaucoup. Donc, M. Quiroga est ingénieur du groupe d'ingénierie et de gestion côtière à l'Institut d'hydraulique environnementale de l'Université de Canterbury. PhD, ingénieur côtier et civil, actuellement chercheur du groupe d'ingénierie et de gestion côtière à l'Institut d'hydraulique environnementale de l'Université de Canterbury. Et chercheur associé du Centre basque pour le changement climatique. Donc son principal domaine de recherche également couvre les risques côtiers, l'ingénierie côtière, la modélisation numérique, l'évaluation des risques côtiers et l'interaction entre la structure des vagues. Je crois que nous avons la personne indiquée pour nous parler justement de l'érosion côtière. Mais également, il connaît le Sénégal, il connaît l'Afrique, parce qu'il a participé à plus de 20 projets concernant les risques côtiers que le gouvernement d'Afrique, que les élus et les techniciens de la ville de Dakar connaissent bien, mais également des projets à Saint-Louis, l'évaluation des risques côtiers de la Côte d'Ivoire, le plan d'adaptation
côtière et l'évaluation de l'empreinte urbaine à Lima, au Pérou. Il est expert en sciences des tsunamis et a participé à l'évaluation de cet événement extrême dans plus de 15 endroits du monde. Je crois qu'on a la personne indiquée pour nous parler justement des risques côtiers et justement des régions côtières. Monsieur, vous avez la parole. Okay, thanks a lot for the introduction, and thanks a lot also to the Spanish Corporation for the invitation to this event. My name is Iñigo Aniel, and I'm coming from the Environmental Hydrology Institute of the University of Cantabria in Spain, and I'm going to present today the results of this project, the Governable project that we developed last year together with the Basque Center for Climate Change. This project was funded by the Basque Cooperation Agency. The title of the presentation is this: Assessing Climate-Induced Coastal Risks in the City of Dakar. So let's give you a little bit of context to this. Whole coastal regions, as you know, host many of marine activities such as fisheries, ports, marine transport, energy, etc. And 700 million people live in low-lying areas less than 10 meters above sea level. However, the regions and their activities are vulnerable to coastal hazards that can trigger disastrous effects. Due to this, in the last years or in the last decades, there's a rising in the awareness from the concern about these words that are climate change, coastal erosion, river flooding, storm surge, and due to this, climate change is included in policy agenda worldwide. Dakar is not indifferent to this problem. Increased rates of erosion and flooding have been reported in Dakar, and there are many adaptation initiatives ongoing in this place. These initiatives are being developed by local communities with the help of local and national government institutions. But these measures could be ineffective if they are not followed by a lack of law enforcement. But we're talking about adaptation, and the first step towards adaptation is to understand well the present and the projected magnitude of the coastal impacts. And this is precisely the objective of the project Governable. We wanted to prepare better Dakar for climate change by following three objectives that are: first, to analyze the perceived coastal risks and adaptation using a participatory approach, meaning a survey. And we try to also update the already existing results of previous projects by analyzing two main coastal impacts: coastal inundation and coastal erosion in the study area. So the presentation will like this. First, we're talking about coastal risks. I'm going to explain what we understand that the coastal risk is. Then I will present the coastal inundation in Dakar. First, the baseline, meaning the current situation, and then some climate change scenarios in the future. I will do the same for coastal erosion. First, the baseline, and then the climate change scenarios. And after that, I will give some general figures about the damage to people and economic assets in the area due to coastal inundation. And finally, just a brief summary of this survey to get this participatory approach for determining decision-making, risk, and adaptation preferences. So let's start with this. I'm sure that many of you already know this figure. We have seen it in the last years many times. So this is just to tell you that we follow the IPCC idea regarding the definition of risk as a combination of the hazards, the exposure, and the vulnerability. However, when you calculate the risk, this is a little bit of theory, but don't follow me, okay? I will go quickly. This is the perceived. There are three ways in which you can calculate the coastal risk. First, the perceived risk. This is to directly ask the local agents or the stakeholders their impression, their perceived risk, or their perceived adaptation. The second will be the expert criteria risk, that is the analysis of existing information using historical events. It's a qualitative analysis, and it also takes on board the local knowledge. And finally, we have the high resolution risk that is made with numerical models. We generate new information, quantitative information, and now just taking into account several climate change scenarios. Obviously, the number three requires more complexity, more data, better scale, higher cost.
And the number 1 and 2, the uncertainty is quite higher. So today I'm going to talk about this, the survey, the risk and the depletion perception, and 3, the coastal erosion and inundation in the high resolution assessment. So let's start with the coastal inundation in Dakar. This is the current baseline. We understand the coastal inundation. This means that if an instant and in a moment the total water level in a place is higher than the elevation of the coastal area, then that coastal area will be flooded. And we normally calculate the total water level as a combination of 3 elements that are the astronomical tide, the stone surge, that is the tide generated by meteorological reasons. This is what happened a couple of days ago in Florida, and the run-up, that is the elevation gained by the water in the interaction between the breaking waves and the coast. So combining these 3 elements is how we have the total water level. And this is what we want to know, the total water level at each place, so we are able to assess if there's going to be a flood. So to calculate the total water level, we have analysis of the world marine dynamics using the most advanced climate models. This means that for each one of these points, we have the time series of the last 40 years of waves with an hourly resolution, means that we have the waves every hour for the last 40 years. And we downscale, if you are familiar with this kind of processes, we downscale this data toward the coast of Dakar to have all these 40 years of marine climate data on the coast. This allows us to make a numerical simulation. This is the input data for the numerical simulations that we are able to conduct. And using, well, if you are interested in numerical models that do these kinds of things, we can talk later, but just to let you know that this is like the input for a calibrated and validated numerical model that we have applied. And this is the result. So we have first in this area, from Malika to Diof, in this area, the beach itself works as a protection, and it works well currently. So the flooded area is quite small, it's just the coastline. Okay. Then we have this area here in front of Diof that it's a very, very flat, and the water can penetrate a bit more. I'm just going to stop on the places that are more interesting. Okay. Here we have the canal in Gora. I think it's the name of the place. This is a photo I took yesterday. This canal is like an open door to the water penetrating onshore. So it's very important to take this into account, because we're going to see that in climate change scenarios, the water can penetrate a lot in the advantage of the canal. Also, we have the port. The port is a flat area, and these extreme events can also be flooded. We have also this area in the north of the port, which is called Bel Air. It's also very flat, so we have inundation. And in the last section of the study area, we have first hand and then bow, in which the already existing water bodies are used by the flooding to penetrate easily onshore. So in general, the flooded areas coincide with already existing water bodies and flood areas, which is quite logical. So let's see the climate change scenarios. This is what we have, the total water level with the 3 components: the astronomical tide, the stone surge, and the run-up. But what happens if instead of starting here, now we start here? We add the sea level rise to the equation, meaning that the waves now are going further onshore. So these are the scenarios that we have taken into account. For those of you who are familiar with these things, it's the RCT 4.5 and 8.5. We have used 2 time horizons, 2050, 2100, and return periods of 25, 50, and 100 years for the extreme events. So combining all these variables, we have a total of 50 scenarios that go from the less severe to the most severe one. And we have calculated the numerical simulations of the coastal inundation for each one of those 50 scenarios. And these are the results. I'm going to focus on 3 areas: the area of the canal, the port, and the area of the bow. And I'm going to show to you 4 scenarios, the baseline, and then another 3 until the most severe one, that is one in red, for 2100.
This is the area of the canal. As you can see, in the baseline we have like a huge flooded area, but then as the more severe the scenario, obviously the greater the affected area. And the same happens in the port. However, in this case, there are some, after this, in the most extreme scenarios, the flooded area doesn't grow as much as in the case of the canal and as in the case of Mbao, where you can see that an already existing water bodies is used by the waves and by the sea level rise to penetrate onshore until you have this flooded area. Well, this was coastal inundation. Let's go to coastal erosion. We understand coastal erosion as the loss of coastal lands due to the net removal of sediments or bedrock from the shoreline. Okay? So, analyzing a lot of scientific literature and also very literature, we have understood that there is a problem of coastal erosion here, and that the overall recession goes from 0.5 to 2 meters per year. And the origin of this erosion is both natural and anthropogenic. Sea level rise, some deficit on one hand, sand destruction, beach building, inadequate design on the other hand. This was our first attempt to analyze the coastal erosion. We created these transects, one every 300 meters, and for each one of them, we studied the satellite imagery in order to analyze where the coastal is at each one of them. So if we go closer to one of these yellow lines, we have this big line, and we analyze all the satellite images so we are able to understand, now we will focus on one area, where the shoreline was on each year. And if we analyze this evolution, we are able to establish a rate, the number of meters per year that the coast is eroding. This is the result that we obtained, and it's it follows previous works, by the way. And we obtained that here, for instance, there's a relevant erosion area here in Guayi, sorry for my pronunciation. We have a lower erosion on the Jove, and then we have accretion or erosion depending on the area. Finally, in all this area, we have several places in which there is accretion, well, until Rufisque that starts here, and we know the problems there in Rufisque. So, here, I want to stop a second to say that it is very important the local knowledge. I can calculate many things from Spain, from my office, with my computer, but if you don't take into account local knowledge, you are not going to be able to assess well what is happening there. So, we analyzed this area, and we saw that the satellite images said that this area had a lot of erosion, but we didn't understand why, because the marine dynamics were the same than all other places. So we saw that here the coastline, it's like a retreat, but we didn't know why. So we asked our local partners to say, what are these boats doing there? And they told us, those are the boats, those are tracks. Those are tracks taking the sand out of the beach. This is an anthropogenic erosion. This is impossible to be included in the numerical model. This just can't be included if we incorporate the local knowledge to the analysis. Another example. Here, for instance, in this area, the sediment transport goes from west to east, meaning that the natural movement of the sand goes from the left to right. This is 2005. In 2007, they constructed this structure, probably to give some kind, service to this area. And since the sand is moving rightwards, the sand accumulates here and erodes here. This is 2007. Again, 2007, 2016, new services are here in this new area. And then 2017, there are even houses there, new services, new places. Again, this can't be calculated with a numerical model. You have to be there, you have to understand what is happening, you have to see that there has been a construction and this is affecting the whole voice. And regarding the coastal erosion with climate change scenarios, this is the baseline. And then here we calculated two variables. Again, a little bit of theory, but follow me because it's worth it, okay?
we have two variables. First, the shoreline retreat, that is the distance that the beach is going to retreat, or the shoreline is going to retreat at each scenario. And then we have what we call the maximum erosion index, that is the shoreline retreat divided by the beach width. It is very important to combine both variables because this index is the percentage of the beach that is going to be lost. And it is important because, for instance, it is not the same to lose 10 meters of beach in this beach than to lose 10 meters of beach in this one. And even probably the value of 1 meter of beach here is not the same as the value that this last meter of beach that is here. This is also interesting. This is just one example of one of the scenarios of climate change in which we can see that the retreat of the north area is going to be higher, but also in this area that the baseline said that the coastal erosion wasn't that relevant, it's going to rise in the future. So let's give just an approach of the damage that we have to people and economic assets regarding just coastal inundation. What did we do? So we have the flooded area, because we have already calculated that with the numerical model, and we looked for data of population, and we considered that the people is vulnerable in areas with a water depth higher than 30 centimeters, for instance. So we combined the flooded area with the population, and we did that not for one case, but for all the 50 cases of all the 50 climate change scenarios. And combining each one of the flooded area with the population, we have these kinds of figures in which we can obtain the expected annual damage. So if you are familiar with this. So the result is that around 2,000 people is affected annually by coastal flooding, and this figure is going to be increased by 20% by 2050, 80% in 2100, and in the worst case scenario, that is probably, well, I don't know, exaggerated, we have 170%. And we did the same not only for population, but also an economic damage using global databases regarding the value, the dollars of the buildings on each area. So combining again the result, the coastal inundation with the value in dollars of each one of each place. And combining this, we obtain that around $4 million is the annual damage by coastal flooding. And again, this is going to be increased 30% by 2050 and 80% 2001. This is just for the canal case, or is it for all the different scenarios? For the whole area. And this is just the last part. Don't worry, okay. This is the participatory approach for determining the decision-making risk and the adaptation preferences. If you remember, we talked about 3 ways to calculate the risk. This is the first one. These are the results of the survey we developed and we conducted with the stakeholders with the objective of understand how they understand the risk and the adaptation. So there are several words talking about the protective behavior, how to get or how to reach the protective behavior. And we're going to talk here about the risk perception, that is the perception of the severity of the risk and the potential consequences, and also how the stakeholders evaluated several measures of adaptation. It is important also to take into account the external factors, such as the interpersonal factors, or if the person has experience in previous climate disaster environment. So we had answers from 36 people, 97% of them from Senegal, 61% male, 39% female. Here we have that most of the people were quite young, and we have that, for instance, I think that 2/3 of them were younger than 45 years. The expertise of the respondents was mainly environment, meaning that we can expect a higher average knowledge of climate change.
We also observed high education levels in the respondents of the survey, meaning that 50% of them had a master's degree and 34% PhD. Regarding the level of concern about climate change, we observed that 30% of the respondents said that they were extremely concerned about climate change. And regarding the policy priorities, they said that in this ranking, the climate change and the environment was at the 6th. Obviously, the public services, infrastructures, agriculture, health, these were at the top, but climate change is a driver that can affect also these ones. We made other questions, for instance, the distance, the code, in order to be able to understand how close they were from the hazard. And we had that 19% of them were closer than 1 kilometer from the shore. We have also that 90% of them understood that climate change has an anthropogenic origin. And also, the main source of information from the 56% of people were scientific articles, meaning, and we understand now this because 35% of attendance came from academic, and government officials and private sector was underrepresented in the survey. Asking about which climate change impacts can be expected in Dakar, the highest one is coastal extreme events, but we also have heat waves and extreme precipitation, for instance. We requested the stakeholders as well to evaluate and rank the adaptation measures for Dakar. We have here a number of them, and we asked them about their effectiveness. So, for instance, it is interesting to see that nature-based solutions is ranked the third one, but it is the more effective one. And the main barriers of the stakeholders that they perceive to implement adaptation options are administrative efforts and policies, then financial constraints, and also social acceptance. And the respondents said that the responsibility to respond to climate change lies first on national government, then in territorial and regional collectives, then ONG, and finally the scientific community. So I am not responsible for this. Well, let me draw just some conclusions to finish. Regarding coastal hazards, coastal inundation and erosion are current problems in Dakar, and they will be exacerbated in the future due to climate change. The damage to the coastal flooding reaches around 2,000 people and $4 million. The risk perception by local stakeholders indicates that the level of concern about climate change is high. Local stakeholders perceived that natural-based solutions are preferred, and that the responsibility of tackling climate change and coastal risk lies on national and local governments. And just the final message, again, I have mentioned this. Local knowledge is essential to understand what the hazard, to understand what the results are obtaining, to correct the results are obtaining regarding coastal erosion, for instance. Local knowledge is important to evaluate the perception, which is an important tool for the analysis. And if you don't have the local perception, if you don't have the local knowledge incorporated in your work, then you won't have the whole picture. And this is important. This is the last one. We have published a couple of policy briefs regarding this work, and I will be very glad to share with you, very interested. And we consider that this work is aligned with the pillar of the Covenant of Mayors on climate change regarding adaptation. That's it, thank you. Merci beaucoup, M. Kirabo, pour cette présentation très exhaustive, je dois l'avouer, qui fait une évaluation précise des risques côtiers associés au changement climatique pour la ville de Dakar. Mais pas seulement que ça, qui identifie également les options d'adaptation pour la ville de Dakar. Et je dois avouer, en tant qu'habitant de la ville de Dakar, quand je vois cette présentation, je me dis qu'il est urgent d'agir. Il est urgent d'agir justement pour faire face à cette problématique-là.
Et vous êtes également revenu sur l'élévation du niveau de la mer entre 0,5 et 2 mètres de côte perdue par an. Quand on sait que Dakar est une presqu'île, donc ça interpelle autant justement les populations de Dakar en tant que partie prenante, mais également les pouvoirs publics qui doivent agir. Quand on voit également que 2000 personnes par an sont affectées par les inondations, on en a vécu récemment et je crois qu'à ce niveau aussi, en termes d'infrastructure et en termes d'anticipation, il nous faut également agir pour faire face à toutes ces problématiques-là. Vous avez parlé également du calcul des risques côtiers, les risques perçus, l'analyse des informations existantes, les inondations des régions côtières. Et je crois que c'est autant d'éléments qu'il nous faudrait mettre à profit pour essayer de voir en réalité comment nous pouvons développer et identifier des options d'adaptation par rapport à ce phénomène. Il est heureux de constater que dans le cadre du programme gouvernemental, en partenariat avec CSE, l'Agence Basque de Coopération avait accompagné la ville de Dakar pour essayer déjà de trouver des solutions dans cette dynamique-là et dans cette perspective. Donc je crois que la réflexion va être continuée, mais déjà nous avons une évaluation assez précise pour voir en réalité où se trouve le problème et quelles sont les voies de moyens qu'il faut mettre en œuvre pour trouver éventuellement des solutions. Donc il nous reste une troisième et dernière présentation qui sera faite par Madame Sila Aïssata Sall. Madame Sila est chef de l'unité financement climatique au niveau du Centre de suivi écologique du Sénégal. Elle est actuellement experte principale en charge de la coordination de l'unité de financement climatique du CST, tant en termes d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi des projets et programmes. Et parallèlement à cela, elle est également vice-présidente de la communauté de pratique pour les entités d'accès direct, avec une formation en géographie et une spécialisation en sciences du climat. Elle compte 10 années d'expérience dans le domaine de l'environnement. Donc, Mme Sila, vous avez la parole pour la troisième et dernière présentation. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, c'est un plaisir d'être là et de remercier donc, les organisateurs, à savoir la coopération espagnole. Donc, comme il l'a dit, je travaille au Centre de suivi écologique, qui est une institution nationale étant sous la tutelle technique du ministère de l'Environnement. Et là, par contre, on a une autonomie financière et ce qui nous permet en tout cas d'entrer en partenariat donc avec les partenaires internationaux, la coopération bilatérale, etc. Donc là, j'ai le plaisir en tout cas de vous présenter le fonds d'adaptation qui est un mécanisme financier de la Convention cadre des Nations Unies. Donc comme vous le savez, donc, ce sont des facilités qui sont mises en place donc, au niveau international pour qu'on peut accompagner les pays en développement dans leurs efforts de lutte contre les changements climatiques. Donc, par rapport à cette présentation, c'est vrai que 20 minutes ne suffit pas pour donner toutes les informations relatives donc, à ce fonds, mais peut-être vous permettre une fois pour sortir donc, de cette activité, d'avoir une vue claire comment accéder et quels sont les acteurs qu'on doit interpeller en tout cas pour soumettre un projet au fonds d'adaptation. Donc très rapidement, je vais présenter le fonds à travers sa création, les objectifs, donc sa structure de gouvernance, les sources de financement, donc toutes les conditions relatives à l'accès à ce fonds, les critères de financement de projet et enfin les facilités. Il y en a plusieurs, mais j'ai quand même mis l'accent sur le EDA, le Enhanced Direct Access, qui concerne le plus les collectivités territoriales. Alors, vous le savez, donc la structure de la finance climatique est très diversifiée et variée et il y a plusieurs acteurs. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que le fonds d'adaptation est un fonds, donc parmi tant d'autres, vous avez vu le FEM, donc, qui est le Fonds pour l'environnement mondial, qui a été créé en 1991 avec à peu près 39 donateurs. Et là, c'est accompagner les pays
dans tout ce qui est développement de projets climat, environnement. Et il y a la Banque mondiale qui également est en dehors du processus de la Convention cadre, mais qui est très active dans tout ce qui est projet de développement, mais également projet pour lutter contre le changement climatique. Nous avons le Fonds vert climat, qui est le dernier mécanisme à être mis en place par cette convention, le plus grand d'ailleurs, c'est en 2015. Mais avant cela, il y avait le Fonds d'adaptation, créé en 2010. C'est-à-dire ça a été opérationnel en 2010, mais c'est vraiment un processus donc, de développement. Donc vous voyez donc, qu'il y a à peu près 4 grands mécanismes qui, à travers donc, ces mécanismes, nous essayons de mobiliser des ressources donc, financières donc, pour qu'on peut accompagner nos États. Alors, par rapport à ce fonds, vraiment l'objectif, c'est d'aider les pays en développement dans leurs efforts de lutte. Et c'est un mécanisme qui ne finance que des projets d'adaptation. Parce que très souvent, l'un des défis majeurs, c'est que en général, les acteurs ne font pas la différence entre projet climat et projet de développement. Donc ici, vraiment, il faut bien maîtriser quels sont les critères de financement, bien maîtriser également que le fondement, c'est le changement climatique, et cela se justifie à travers donc, la justification climatique. Okay, et là, pour cela, je pense que tout à l'heure, mon collègue qui a fait tout à l'heure les présentations sur tout ce qui est risque, tout ce qui est scénario, c'est ça qui nous permet de justifier véritablement le financement qu'on veut avoir. Et en termes de caractéristiques innovantes, il faut dire que c'est un organe de gouvernance dominé par les pays en développement. Et c'est un mécanisme qui, au départ, devait être financé par les mécanismes de développement propres. Mais on s'est rendu compte que les montants espérés n'étaient pas acquis. Donc, ce qui fait qu'il y a plus maintenant de pays donateurs qui contribuent un peu à gonfler ou bien à participer à la collecte de ressources pour en retour financer les pays. Et l'un des aspects innovants de ce fonds, c'est l'accès direct, c'est-à-dire la modalité de l'accès direct. Parce que comme vous le savez, pendant des décennies, donc, très souvent, l'argent passe par les mécanismes ou bien les institutions multilatérales. Donc, avec ce fonds-là, ils ont mis un processus qui permet aux institutions nationales, qui ont bien sûr la capacité, d'être accréditées et de recevoir ces fonds et d'implémenter au niveau national. Donc, c'est ce qu'on appelle la modalité de l'accès direct. Bien entendu, les partenaires, les institutions multilatérales ou bien les alliances onusiennes ont également participé dans ce mécanisme. Alors, du point de vue institutionnel, comme vous le voyez, donc il y a les parties, ce qui constitue le board, le conseil d'administration, où il y a les pays en développement, mais également les pays développés. Nous avons le secrétariat qui est assuré par le FEM, le Fonds mondial pour l'environnement, et l'administrateur, et jusque-là, à titre provisoire, la Banque mondiale. Ça également, on va y passer rapidement, c'est les sources, mais vous voyez que presque la moitié ou bien la part la plus importante provient des donations. Alors, en termes de résultats, vraiment le fonds met focus sur la réduction donc, de la vulnérabilité aux effets négatifs du changement climatique, mais également améliorer les capacités adaptatives donc, des populations les plus vulnérables. Et comme domaine d'intervention, toujours axé sur l'adaptation, c'est tout ce qui est gestion des ressources en eau, l'agriculture et la sécurité alimentaire, la gestion des zones côtières. Nous avons la réduction des risques, le développement urbain et rural, entre autres. Donc vraiment, ce sont les principaux secteurs que le fonds peut financer. Et toujours rappeler que c'est la fenêtre adaptation, pas atténuation. Là également, c'est les priorités stratégiques. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le fonds appuie le pays, mais il faudrait que ça soit compatible avec les priorités donc, du pays par rapport aux documents stratégiques qui sont élaborés.
tout l'Atama, nous avons la contribution déterminée, okay. Nous avons les politiques sectorielles. Au niveau des territoires, nous avons les PSCD par exemple. Donc ça doit entrer en cohérence avec les priorités nationales. Il y a aussi tout ce qui est pris en compte des orientations scientifiques et politiques disponibles. Donc d'où l'intérêt et l'importance que les chercheurs, les scientifiques, les institutions de recherche doivent être associés parce que c'est, en fin de compte, c'est eux qui donnent qui orientent quelle technologie est plus efficace après avoir développé des scénarios et des modèles. Et bien entendu, enfin, il est toujours important de recueillir les besoins des communautés à travers le processus consultatif, à travers un dialogue structurel. Alors, c'est vrai que comparé au Fonds vert climat, qui a plus de 5 ou bien 4 types donc, de financement avec des prêts, des dons, etc., le Fonds d'adaptation accorde au pays des subventions. Mais chaque pays a droit à 20 millions de dollars, qui n'est pas pour le moment renouvelable, mais c'est quand même important. Et là, quelle est la procédure? C'est-à-dire que le porteur de projet peut soumettre directement un projet, c'est ce qu'on appelle le projet complet, ou bien passer d'abord par une note conceptuelle, après approbation, d'aller vers la formulation complète. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est-à-dire qu'un porteur de projet ne peut pas se lever et aller directement soumettre au fonds d'adaptation. Il faut que ce porteur passe donc à travers une entité accréditée. Ça peut être une entité nationale, pour le cas du Sénégal, c'est le Centre de suivi écologique. Ça peut être une entité régionale, c'est le cas de la BAD, ou bien de la BOAD, ou bien une entité multilatérale. Nous avons le PNUD, par exemple, la FAO, etc. L'autre chose également, c'est que tout projet qui demande un financement doit avoir une lettre d'endossement de l'autorité nationale désignée, qui est la direction de l'environnement. Pourquoi cette lettre? Ça donne le cutus pour dire que le pays est d'accord pour ce qui est conscrit dans ce projet en termes de priorité. Et sans cette lettre d'endossement, le projet ne fera pas l'objet d'une revue auprès du secrétariat du Fonds vert climat. Et toujours en termes d'information, le fonds se réunit 2 fois dans l'année et il faudrait 9 semaines avant la rencontre ou bien avant la réunion du vote pour soumettre un projet ou bien une note conceptuelle. Parce que tout simplement, il y a des interactions avec le secrétariat avant que le projet n'aille au niveau du conseil d'administration. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, donc il faut passer par des entités nationales, régionales et internationales. Et pour être cela, il faut être accrédité. Et pour être accrédité, je pense qu'il faut être éligible. Éligible, c'est-à-dire que l'entité doit remplir les normes fiduciaires établies par le Fonds d'adaptation, tout ce qui est gestion financière, intégrité, tout ce qui est capacité institutionnelle, parce qu'il faut donner les preuves que vous avez la capacité de gérer des projets, de maîtriser la gestion adaptative des projets, mais aussi seule l'entité est responsable du point de vue du juridique, donc vis-à-vis du fonds. Et aussi, il faut s'acquitter de toutes les responsabilités financières de suivi et de reporting. Donc là, c'est le rôle de l'entité accréditée. Maintenant, comme vous le voyez sur ce graphique-là, donc nous avons le conseil d'administration, nous avons les entités donc, accréditées, régionales, multilatérales et nationales. Et en bas, vous voyez les agents d'exécution. Les agents d'exécution, ce sont les porteurs de projets. C'est comme si, par exemple, aujourd'hui, suite à ma présentation, il y a une collectivité territoriale qui s'approche du CSE pour dire que j'ai une idée de projet. Maintenant, pour être agent d'exécution, il y a aussi, il faut avoir certains prérequis en fait. Parce que c'est de l'argent qu'on va te donner pour implémenter sur le terrain. Donc, il faudrait que ce porteur ait un statut juridique, que ce porteur puisse avoir ou bien des connaissances en tout ce qui est gestion fiduciaire,
mais aussi donner des preuves sur ses capacités de gérer sur le terrain des projets. Donc n'importe qui ne peut pas être agent d'exécution. Alors là, vraiment, si on maîtrise, si une NAI ou bien un porteur de projet maîtrise ces critères de financement, le projet est approuvé à 80%. Et les critères de financement de ce fonds-là, c'est tout ce qui est conforme aux stratégies nationales de développement durable, donc ce sont les politiques qui sont mises en place. Il faut aussi montrer que le projet a un avantage économique, sociaux et environnementaux, parce que tout simplement, ok, on finance l'adaptation, on met en place des digues anti-sel, etc. Mais il y a des coûts-bénéfices. Des coûts-bénéfices, par exemple, en mettant une digue, il y a une mobilité donc, des populations, dans tout ce qui est agriculture, etc. Et il y a des revenus, par exemple, des populations qui sont améliorés. Donc, tous ces coûts-bénéfices doivent être mis en exergue pour montrer l'additionnalité de ce projet par rapport à d'autres points. Je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est tout ce qui est conforme aux normes techniques et nationales. Tout à l'heure, il y a la discussion sur la loi sur le littoral. qui tarde à être mis en place. Je me rappelle, le premier projet qui a été financé par le fonds d'adaptation, il y a un financement en ce sens. Donc pour dire que si toutefois, par exemple, la loi sur le littoral était approuvée définitivement par l'État du Sénégal, ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Donc ça entre dans ce cadre en fait, parce qu'il y a des normes, il y a des règlements qui sont établis au niveau national, et quand on développe un projet, on doit respecter ces normes-là. Donc pour également, ce projet doit mettre en exergue ce point-là. Il y a aussi tout ce qui est rapport coût, efficacité, durabilité des résultats. Parce que si je prends le cas de tout ce qui est, par exemple, développement d'infrastructures structurantes, de lutte contre l'érosion côtière, il est important de faire le coût efficacité. Ça ne sert à rien d'injecter de l'argent et alors en tout terme de retour de financement, c'est pas ça. Donc ça également, il faudrait bien qu'on argumente en disant ok, on va mettre de l'argent, mais en termes de retour, ça permet d'améliorer donc la vie des populations en termes d'activités génératrices de revenus, par exemple. Voici ce que le projet va amener, et tout cela se fait à travers une analyse financière. Il y a aussi tout ce qui est pris en compte de la parité dans la conception des projets, parce que ce mécanisme a des politiques genre, politique ESS, mesures de sauvegarde environnementale. Donc, en élaborant ce projet également, il y a un travail de tout ce qui est screening, par exemple du genre, et le plan d'action genre que le projet compte mettre en place, et intégrer ces dimensions dans toutes les activités du projet pour ne pas donc mettre à l'écart quelques catégories sociales. Alors, le cinquième critère, c'est la consultation des parties prenantes, qui est extrêmement important. Donc, il faudrait qu'à chaque fois, nous le faisons, d'aller vers les populations, de recueillir donc, leurs préoccupations, parce que très souvent, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, ces communautés vulnérables ont les connaissances. Il y a juste qu'elles manquent d'opportunités. Donc, je pense qu'il est important de discuter avec ces populations et de tenir en compte leurs préoccupations. L'autre chose également, c'est éviter les duplications, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui parfois interviennent sur la même thématique. Ce qui fait qu'en développant un projet, il est important de mettre le focus sur le baseline pour éviter tout ce qui est duplication. Bien entendu, ça demande des moyens, ça demande autant d'investissement, etc. Mais en tout cas, il faut, pour des valeurs ajoutées, encore des valeurs ajoutées, il faut qu'on évite de faire ce que le partenaire a déjà fait. Et le dernier point, c'est les modalités d'exécution. Tout ce qui est gestion financière, tout ce qui est gestion des risques, tout ce qui est système de suivi et évaluation qui est mis en place pour le suivi des indicateurs. Et l'autre chose également, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la gestion adaptative, tout ce qui est, cadre logique, donc c'est un suivi à faire, mais on peut y arriver au moment de la mise en œuvre, de réajuster. Donc tout cela, il faut avoir une parfaite maîtrise pour montrer au bailleur qu'on maîtrise son projet
on maîtrise les risques et on peut y remédier. Alors, là, c'est juste quelques enseignements qu'on a tirés après 10 ans de formulation de projet. C'est que il faudrait, je l'ai dit tout à l'heure, que le projet montre comment les activités contribuent à l'adaptation et à la résilience. Et en termes de concret, c'est vraiment des réalisations ou bien des résultats visibles et tangibles. L'autre chose, c'est que tout à l'heure, j'ai parlé de projet conceptuel et projet complet. Donc, le projet complet, vraiment, ça doit donner à peu près le détail sur 15 annexes. Il y a 15 annexes à ce document de projet. Donc, il faut donner toutes les spécifications et les scénarios, bien entendu, par rapport à la gestion climatique. Et en termes d'enseignement, on a noté que très souvent, il y a un problème de conception de nos projets, c'est-à-dire la cohésion, mais aussi l'alignement avec les documents stratégiques, mais avec les priorités nationales. L'autre chose également, c'est l'intervention à la menace climatique. Très souvent, on passe à côté de la technologie adaptative qui est apportée. Parce que tout simplement, il n'y a pas des bonnes études qui sous-tendent cela. Pour la nécessité encore de dire. Tout ce qui est justification climatique, tout ce qui est projection, il faut vraiment qu'il y ait un investissement a priori. Parce que le fonds d'adaptation ne te donne pas de l'argent, ou bien ne finance pas le projet en se disant que tu vas développer des études. Tout cela, tu dois le faire en amont. Et la dernière chose, c'est la prise en compte des obstacles non climatiques. Parce qu'il y a tout ce qui est barrières économiques, politiques, etc. Donc tout cela également, il faut le mettre en exergue. Alors là, c'est le Enhanced Direct Access. C'est une facilité qui a été mise en place par le fonds d'adaptation, qui est à part donc, du plafond pays des 20 millions de dollars. Là, c'est surtout accordé aux collectivités territoriales, aux organisations locales. Et là, le montant peut aller jusqu'à 5 millions de dollars par pays. Donc là, c'est les frais d'exécution, les fees. Et vraiment, l'objectif, c'est de renforcer les pays en développement pour l'accès à la finance climatique. Parce que très souvent, les collectivités territoriales disent que oui, on ne voit pas l'argent, etc. Donc peut-être c'est une réponse donc, à ce plaidoyer-là, tout en précisant que l'adaptation se passe au niveau des territoires. Donc les collectivités territoriales sont les principales bénéficiaires. Et si je prends le cas du Sénégal, aussi bien pour le premier projet que le deuxième projet qui a été financé, donc on travaille avec les collectivités territoriales. Donc c'est pour dire que vraiment les collectivités sont concernées. Et aussi ce mécanisme de Enhanced Direct Access permet d'offrir des opportunités pour renforcer les capacités des organisations locales en matière de développement de programmes d'adaptation et de mise en œuvre d'actions adaptatives. Donc là, ce sont les procédures de financement. Je pense que si vous rentrez dans le site du fonds d'adaptation, il y a tous ces documents-là, il y a toutes ces informations et il y a des guides qui ont été préparés pour permettre à celui qui veut postuler sur cette fenêtre, bien dans cette fenêtre, d'avoir toutes les informations. Alors, là, j'ai parlé théorie. Maintenant, qu'est-ce que le CSA a à faire? Tout à l'heure, je l'ai dit, il y a eu le premier projet qui a été financé par le fonds vert climat, le fonds d'adaptation, adaptation à l'érosion côtière dans les zones vulnérables. Nous avons la digue de Tchaoulène. Nous avons aussi les infrastructures qui ont été réalisées au niveau de Sali et qui a été amplifiée par la contribution financière de la Banque mondiale et de l'État du Sénégal. Et là, j'ai envie juste de m'arrêter un peu par rapport à ce projet parce que au moment de faire ces brises-là, on a rencontré d'énormes difficultés parce que je peux dire que c'était la première fois que le Sénégal s'engage à faire des infrastructures structurantes. Et là, on a pris les services d'une entreprise nationale qui a eu beaucoup de difficultés. Mais il faut dire que avec l'arrivée de la Banque mondiale, la contribution de l'État du Sénégal par exemple, cette technologie a été amplifiée en intégrant d'autres technologies adaptatives et je pense que ça a donné des résultats. Donc, si vous le voyez sur la photo. Alors là, le deuxième projet, c'est au niveau de Dionewar. Parce que Dionewar, c'est une île très merveilleuse, mais qui est très vulnérable par rapport à l'inondation. Donc, c'est un projet qui est en cours pour des infrastructures à l'intérieur du village pour le protéger.
Alors, donc c'est ces informations que je voulais partager avec vous, tout en restant disponible par la suite dans les échanges de couloir si vous avez besoin d'informations complémentaires. Donc je reste à votre disposition. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Silla. Au final, qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais merci beaucoup d'être venu sur le fonds d'adaptation, mais également sur le fonds vert climat. Je retiens surtout que ce sont des fonds qui sont destinés à aider les pays en développement dans les efforts de lutte contre le changement climatique. Et ça, je crois que c'est important. Elle est également revenue sur les modalités de l'accès direct à ces fonds-là et je crois que les collectivités au premier plan sont concernées justement pour connaître les mécanismes d'accès à ces fonds-là dans la perspective justement de développer des projets au niveau des territoires. Elle est également revenue sur les résultats, à savoir la réduction de la vulnérabilité aux effets du changement climatique, l'amélioration également des capacités adaptatives, mais également veiller à la compatibilité avec les stratégies nationales qui sont développées par l'État, de sorte que les projets qui doivent être justement émis par les collectivités territoriales doivent trouver un certain alignement et une certaine cohérence avec la politique climatique qui est mise en place par l'État du Sénégal. Le processus consultatif également me paraissait un point essentiel sur lequel également il ne faut pas perdre de vue que les parties prenantes doivent être intégrées depuis la phase d'élaboration de ces projets-là. Les critères de financement, on en parle souvent, les gens ont besoin d'avoir beaucoup plus de visibilité pour pouvoir solutionner. L'accent également sur le renforcement de capacités. Et on a terminé par les différents projets qui ont été réalisés par CSE, notamment au niveau de la ville de Djaoulène, à Rufisque, au niveau avec les présidents aussi à Sali, et le projet qui a été réalisé à Dionnoir, et je crois que ça c'est du concret. Donc remercier tous les intervenants et peut-être justement donner la parole au public s'il y a éventuellement des questions. On en prendra peut-être au maximum 3 ou 4 parce que je crois qu'il y a Diaga qui attend pour sa session également pour ne pas trop grever sur son temps. Est-ce qu'il y a des intervenants et des questions? Diaga. On prend une liste de 4 à 5. Ensuite, je donne la parole. Donc il y a Diaga Fall. Qui d'autre? Cheikh Fall. C'est comment? Ça. Donc j'ai déjà, je crois, une liste de 5 personnes. On va commencer avec ça. Bonsoir à tout le monde. Je suis le coordonnateur du programme comme ça pour la vie politique dans la banlieue de Dakar. Je voudrais d'abord remercier l'ensemble des présentateurs pour les présentations assez intéressantes et assez claires. Moi, je voudrais aborder dans le sens un peu de meilleure implication et de plus grande responsabilisation des collectivités territoriales sur les politiques d'adaptation. L'impression qui se dégage effectivement, qui a été mentionnée tout à l'heure par Mme Sall, c'est que les collectivités territoriales, bien sûr, pensent qu'effectivement, en termes de financement, il ne manque pas d'idées, il ne manque pas de projets, il ne manque pas de plans. L'impression qui se dégage sur les fonds d'adaptation de manière générale, c'est que les conditions, les critères d'accès leur sont presque inaccessibles. Et heureusement qu'il y a un nouveau fonds que vous avez évoqué, l'EDA. Mais si également, pour ce fonds, on a les mêmes critères et les mêmes conditions que les autres fonds, ça veut dire qu'on peut avoir un fonds comme ça, placé, mais ce sera extrêmement difficile pour les collectivités territoriales. Je voulais faire observer aussi, pour ne pas trop monopoliser la parole, il faut comprendre qu'au Sénégal, avec l'acte 3 de la décentralisation, les collectivités territoriales jouent un rôle très important parce qu'ils sont chargés de la territorialisation des politiques publiques. Et parmi ces politiques publiques, c'est la politique d'adaptation et d'atténuation. Et ils sont donc des collectivités, comme je l'ai dit, engagées
mais qui, par la faiblesse de leur capacité, peinent à jouer pleinement leur rôle. Et je pense que l'État, et j'interpelle même au niveau international, en tout cas tous les organismes et tous les fonds qui sont chargés effectivement de travailler sur les questions d'adaptation, devraient travailler à voir dans quelle mesure on pourrait alléger ces critères et ces conditions d'accès pour permettre aux collectivités territoriales de jouer leur rôle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Diaga. Nous donnons la parole à Chefal de ENDA. Merci beaucoup, Elage. Bonsoir à tout le monde. Merci aux différents intervenants. On a beaucoup appris aujourd'hui sur les questions de gestion intégrée des zones côtières. Donc moi c'est Chefal, je suis de ENDA Énergie et je travaille essentiellement avec les villes, notamment à travers la COPSA, pour les accompagner sur les questions de planification et aussi de mise en œuvre de projets structurants. Donc je voulais juste revenir par rapport à la première présentation de M. Nicolas, surtout par rapport à au programme VOCA. Je rappelle qu'au Sénégal, nous disposons d'un document de planification qui s'appelle la gestion intégrée des zones côtières. Donc la première phase a été mise en œuvre et aujourd'hui nous sommes dans la deuxième phase et elle a fait partie des entités qui accompagnent l'État. Donc je voulais en tout cas aborder ma question pour voir est-ce que le programme VOCA, les activités du programme VOCA sont un peu, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de similitudes entre VOCA et gestion intégrée des zones côtières. Est-ce qu'il y a une harmonisation par rapport à cela, compte tenu que les interventions c'est pour la même cible et aussi dans les mêmes localités? Donc c'est ça ma question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chef. Nous donnons la parole à M. Issa Sakho. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie les présentateurs, Nicolas et Nigo. J'avais juste cette question. Est-ce que le fonds finance l'incubation? Parce que dans les universités, nous avons maintenant un service à la communauté. Donc, avec nos étudiants, il y a des gens qui ont d'excellentes idées. Est-ce que, dans le cadre de l'adaptation, il y a possibilité d'accompagner le développement de start-up justement pour réfléchir sur les solutions et les meilleures solutions? Merci. Merci beaucoup. Donc, la parole à M. Kaiser. Merci beaucoup. Nils Kaiser du cabinet de conseil Kaikai. Je ne suis pas du tout expert dans le domaine du changement climatique, je suis plutôt du domaine du numérique, de la transformation digitale. J'ai beaucoup apprécié la présentation de M. Agnès Quiroga et en tant qu'habitant de Nord, je voulais aussi savoir si l'analyse avait pris en compte les inondations saisonnières durant la saison de pluie qui touchent beaucoup les populations de Dakar. On en sort justement en cette période, il y a toujours des zones qui sont inondées, même plus d'une semaine après la dernière pluie, avec des populations qui sont parfois obligées de déménager pendant quelques mois pour pouvoir attendre le retour de la saison sèche. Et donc savoir si l'analyse, s'il y a un moyen d'intégrer ces modèles du changement climatique et des zones côtières avec les zones d'inondation qui sont les zones des saisons pluviales. Je peux le faire en anglais. Sorry, the English translator is in a coffee break. Okay, no problem. I can repeat my question. My question was, I really enjoyed your analysis and whether it's you also took into consideration the flooding that happens due to the rain season in Dakar. We just finished the rain season and there are still zones that are flooded and many zones where the population is very affected. Some places where people have to move either from the bottom of the house or leave the house altogether. And obviously it's not only on the coastal areas, but it may also change due to climate change, how those zones are affected. And the problem that I see is because a lot of the population is affected on an annual basis by flooding, that it may also reduce
the sensitivity to flooding that may occur in future by climate change. So maybe if you can expand on this. Yeah, well, Sorry. Merci, je crois qu'il reste juste un dernier intervenant, Ibrahim Gaye. Ensuite, on passe la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi, c'est Ibrahim Gaye. Je suis chercheur au laboratoire océanographique des sciences de l'environnement et du climat à l'Université de Ziguinchor. En même temps, je suis membre de l'association des fresques du Sénégal, qui est un groupe de jeunes qui fait des sensibilisations sur les questions de changement climatique et autres. Ma question, je voulais adresser à Mme Sina, sur les questions de financement pour le climat. Est-ce que vous travaillez avec des centres de recherche, par exemple des laboratoires comme le nous, qui travaillent sur les questions de changement climatique? Est-ce que aussi vous travaillez avec des associations qui sont financées des enquêtes? Et aussi, est-ce que aussi en même temps vous travaillez avec des associations comme l'association que je viens de citer, Fresque Climat, qui est un groupe de jeunes qui fait des sensibilisations sur les questions des changements climatiques et autres. Nous avons même fait une présentation tout à l'heure en Espagne là-bas. Ensuite, il y a aussi d'autres associations qui s'activent dans le domaine du changement climatique, par exemple les clubs changement climatique. Moi, je fais partie du club comme Ziguinchor. On fait des temps de reboisement. Récemment, le 23 septembre, on a planté plus de 1000 arbres à Kaolack. Ça, c'est un projet Kaolack Green City. Est-ce que vous collaborez avec les gens? Merci beaucoup pour les questions. Je crois qu'il y a une question qui concerne M. Delamont, une concerne une question pour M. Kiloga. Et les trois autres questions, c'est pour Mme Silas, la CSE. Je crois qu'on va commencer par M. Delamont ensuite, comme on a fait pour la présentation. Et ensuite, clôturer la séance. Merci. Merci. Je vois que les finances, ça s'intéresse toujours plus que les aspects techniques. Alors, je dis ça en rigolant, mais par rapport à la question, donc c'est juste pour vous confirmer lors de la préparation, donc on est en lien direct avec la DEC, avec la direction de la gestion du littoral. Donc il y a le document sur la gestion intégrée des zones côtières, ça fait partie des documents sur lesquels on s'est appuyé. Donc là, le projet WACA finance, donc également appuie la DEC pour la mise à jour de cette stratégie nationale de gestion intégrée des zones côtières. Donc ça, c'est un lien qui, on va dire, c'est de base du projet WACA, c'était de s'aligner sur cela et puis participer à cette mise à jour. Donc je vous rassure, effectivement, le fait que les activités sont similaires, ça c'est par cela. Moi, je passe la parole à M. Kiloga. So when we talk about flooding, we can see coastal flooding or our flooding. And there are some places in which the rain season is probably the main part of the rain. And this is why you probably asked before about 4 million, just 4 million, maybe it's low, but it's just a coastal flooding, the flood that comes from the coast. Obviously, there are some places in which you have to take into account other variables. For instance, even if you are talking about coastal flooding and you are thinking on San Luis, you have to take into account the river flooding because it's absolutely related. And all these systems together, in the coast, the river, in the case of San Luis, or here maybe the rainy season, all together gives you like a water level. Okay? And you have, in this case, we just took into account flood comes from the sea, but in another deeper analysis you can take into account the others, and probably the final damage should be quite higher than the one we found in Merci beaucoup. Nous passons la parole à Mme Silla. Donc, merci beaucoup pour vos questions. Alors, pour les collectivités territoriales, c'est vrai que c'est un peu complexe parce que toujours on met sur la table le manque de compétences au niveau interne. On peut accompagner donc, le maire, par exemple, ou bien ses collaborateurs. Et là, ce que je peux dire, c'est que par rapport aux critères donc, de financement de ces fonds, c'est vraiment au plus haut niveau. Parce que, comme je l'ai dit, il y a un conseil d'administration, bien sûr, qui est représenté par nos pays et qui un peu est notre voix. Et je pense que là, il
ils ont toujours entendu ce genre de remarques disant qu'il est très difficile d'y accéder. Mais je pense qu'il faudrait juste qu'on essaie de se mettre à jour et de se mettre à niveau. Parce qu'au niveau des collectivités territoriales, moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait une personne ressource qui a les compétences techniques pour très souvent aller au niveau de ces sites, ne serait-ce que les sites, parce que les sites peuvent donner beaucoup d'informations. Et en termes de programmation, quelle est la feuille de route de la collectivité territoriale? C'est vrai que très souvent on dit que la dimension climatique n'est pas intégrée dans les politiques. Maintenant, on est en train de le faire. Mais il y a une difficulté, c'est la méthodologie qui est utilisée très souvent par les consultants. Ce qui fait qu'on va avoir un document soi-disant qui a intégré la dimension climatique, mais au fond, ce n'est pas ça. Le document n'est pas bien fait. Et très souvent, il y a quelqu'un d'autre, un autre bailleur qui vient pour investir dans le même travail. Donc il y a aussi ce défi à relever, c'est-à-dire en termes d'élaboration de documents, on essaie de le faire très bien, mais que ce soit durable. Parce que très souvent, on a l'impression qu'on passe tout notre temps à élaborer des documents de planification. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je pense que le fonds est accessible parce que si on voit d'autres pays, ces pays, on est financé. Donc ce qui fait que moi, la seule recommandation que je voulais faire par rapport au EDA, le Enhanced Direct Access, je pense que ça fait une bonne opportunité pour. Ok, vous avez des idées de projet au niveau local, vous n'avez qu'à présenter ça à l'autorité désignée qui est l'ADEC en rapport avec l'entité accréditée, voir comment on peut travailler rapidement. Je pense que ça peut être un challenge donc, suite à cette rencontre-là pour voir est-ce qu'effectivement on va aller vers cette fenêtre. Parce que ce n'est pas un nouveau financement, c'est juste une fenêtre qui a été mise en place. Et là, présentement, le CSC est en train de travailler avec la région de Kaolack, Fatick, Louga et Saint-Louis, avec les ARD, bien entendu, parce qu'il faudrait également que, quand les collectivités travaillent, ils travaillent en collaboration avec le PNDL, par exemple, avec l'ADL, par exemple, mais aussi avec les services techniques, parce que ce sont les bras techniques. Maintenant, par rapport à la question de mon collègue sur les startups, etc., je ne l'ai pas mentionné, mais il y a une fenêtre, le Innovation Grant, qui permet de développer ces idées, parce que pour un redéploiement ou bien une mise à l'échelle, donc c'est bien possible. Mais il faudrait juste que ça mène vers l'adaptation. Et par rapport aux associations, etc., moi je pense que ces fonds aussi ont été mis en place pour développer des projets ambitieux. Parce que très souvent, une association te donne un projet avec 500 000 ou bien 1 million. Ce n'est pas l'objectif de ces fonds en fait. Par contre, dans la mise en œuvre, ces genres d'associations peuvent être impliquées en tant que partenaires d'exécution, en termes de disciplination ou bien de mobilisation des personnes. Donc, en gros, c'est ce que je vais partager. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Remercier tous les intervenants, remercier pour la qualité des communications également qui ont été faites. Nous avons un peu débordé sur le temps, mais ça prouve en réalité l'importance des débats qui ont été soulevés. Remercier justement l'assistance pour la réactivité, pour la pertinence également des questions qui ont été soulevées. Merci à tous. Et je crois que nous allons céder la place à la deuxième session. Et désolé pour...
D'accord.